Bonjour et bienvenue sur OMC, objectifmedecine.com, la chaîne dédiée à la première année d'études de santé. C'est Xavier qui vous parle et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de techniques de mémorisation efficaces. C'est parti. Comment mémoriser efficacement? Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre comment fonctionne le cerveau. Ce sont les neurones, cellules nerveuses particulièrement importantes, qui permettent de retenir l'information. Les neurones sont reliés entre eux par des synapses et sont systématiquement en train d'échanger de l'information sous forme de messages nerveux. Lorsqu'on mémorise une information, des synapses se créent dans le cerveau entre les neurones, donc ce sont des liens qui se font entre les neurones et qui vont permettre de garder un souvenir en mémoire. Alors on ne peut pas résumer un souvenir à une seule synapse. En fait, c'est un ensemble de neurones qui vont constituer un réseau et tout ce réseau va fonctionner ensemble pour maintenir les souvenirs en mémoire. En neurosciences, on distingue trois types de mémoire. Tout d'abord, la mémoire sémantique. La mémoire sémantique, c'est par exemple lorsqu'une information vous arrive et que vous la retenez, vous êtes en train de lire un livre par exemple, vous êtes à un passage charnière du livre, c'est une information que vous allez retenir, c'est de la mémoire sémantique, elle va rester dans votre cerveau pendant un temps plus ou moins long. C'est la même chose quand vous révisez une leçon par exemple, c'est de la mémoire sémantique. Quand vous vous souvenez d'une notion, d'une information, d'un schéma, d'une image, d'un paysage, tout ça, c'est la mémoire sémantique. Deuxième type de mémoire, la mémoire épisodique. Alors qu'est-ce que c'est que la mémoire épisodique? La mémoire épisodique, c'est celle qui correspond à des souvenirs qui vous ont particulièrement marqué. Par exemple, si je vous demande qu'est-ce que vous étiez en train de faire le 12 février 2020, c'est une information que vous avez très certainement oubliée, vous ne savez pas ce que vous faisiez ce jour-là, précisément le 12 février 2020. Par contre, si on remonte un peu plus loin dans le temps et que je vous demande où est-ce que vous étiez et qu'est-ce que vous étiez en train de faire, non pas le 12 février 2020, mais lorsque les attentats du Bataclan ont eu lieu, là j'imagine que vous avez des souvenirs qui reviennent et vous allez certainement pouvoir me dire oui, j'étais là avec telle personne, je l'ai appris quand j'étais en train de faire ceci, quand j'étais en train de faire cela. Là, les souvenirs vous reviennent parce qu'il s'agit d'une mémoire épisodique. C'est quelque chose qui vous a particulièrement marqué, c'est une émotion qui a été vive, c'est un souvenir qui est ancré dans votre mémoire pour longtemps. C'est quelque chose de durable. La première fois que vous vous êtes blessé quand vous étiez petit et qu'on a peut-être dû vous faire des points de suture, c'est quelque chose qui vous a marqué et qui reste dans votre esprit. Ça aussi, c'est de la mémoire épisodique. Enfin, troisième type de mémoire, c'est la mémoire procédurale. La mémoire procédurale, elle correspond à la mémorisation, souvent de schémas moteurs, c'est-à-dire d'activités motrices, des mouvements, comme par exemple le fait de faire du vélo, le fait d'utiliser un microscope et de le faire correctement, de placer les mains aux bons endroits, de régler les objectifs avec la force adéquate dans les doigts. Tout ça, c'est quelque chose qui s'est mis en place progressivement dans des schémas moteurs et que vous conservez encore aujourd'hui. C'est la mémoire procédurale. Faire du vélo, vous l'apprenez une fois, vous savez le faire à vie après ça. Lever ou abaisser la platine d'un microscope à l'aide d'une vis macrométrique, vous l'avez fait une fois au début, vous savez le faire à vie maintenant. Ça, c'est ancré dans la mémoire procédurale. Donc finalement, on se rend compte que la mémoire épisodique et la mémoire procédurale sont extrêmement efficaces puisqu'elles permettent de retenir les informations à très très long terme, pendant des dizaines et des dizaines d'années. Ceci nous amène à distinguer le temps de mémorisation. Il y a la mémoire à très court terme, c'est par exemple la mémoire visuelle. Lorsque vous êtes en voiture et que vous regardez un paysage, vous tournez ensuite la tête, ce que vous venez de voir dans le paysage, ça reste quelques secondes dans votre cerveau et ensuite vous l'oubliez. Même si la totalité des informations dans le champ de vision est arrivée jusqu'au cerveau, en quelques secondes, tout ça est oublié. Ensuite, il y a les mémoires à court terme, celles qui vous permettent de retenir pendant quelques minutes jusqu'à plusieurs heures, voire quelques jours. Là, on rentre dans ce qu'on appelle la mémoire de travail, c'est-à-dire que vous faites un effort pour retenir une information, elle va rester là un certain temps dans votre cerveau. C'est par exemple la première fois que vous lisez une leçon. Mais pour que l'information reste plus longtemps, il va falloir réactiver plusieurs fois cette mémorisation. Il va donc falloir lire, relire et relire encore votre leçon au fil des jours pour pouvoir la retenir à très long terme. On rentre véritablement dans la mémoire à long terme. Bon, maintenant qu'on sait que l'information est retenue grâce à des réseaux de neurones qui font des liens entre eux, maintenant qu'on sait qu'il existe trois types de mémoire plus ou moins efficaces, l'une basée sur l'émotion, l'autre sur la connaissance et la troisième sur des schémas moteurs, et qu'on sait qu'il existe une mémoire visuelle à très court terme, de travail à court terme et une mémoire à long terme, on peut établir des stratégies pour mémoriser plus efficacement. Comment procéder?
Alors tout d'abord, puisque la mémoire de travail nécessite de revenir plusieurs fois sur l'information pour pouvoir la retenir, ça signifie que vous, pour apprendre votre cours, il va falloir repasser dessus plusieurs fois. Un seul passage sur le cours, ça n'est pas suffisant pour le comprendre vraiment dans ses détails. Idéalement, il faudrait que ces révisions soient de plus en plus étalées dans le temps. Par exemple, vous révisez une leçon, vous attendez le lendemain une douzaine d'heures à peu près pour la relire. Une fois que vous l'avez révisée, vous attendez cette fois 24 à 48 heures pour la relire une seconde fois. Une fois que c'est fait, vous attendez une semaine à 10 jours pour la relire une troisième fois, et ensuite vous pouvez attendre plusieurs semaines avant de la relire une quatrième fois. Les révisions doivent être de plus en plus espacées dans le temps pour avoir une mémorisation vraiment efficace. En fait, à chaque fois que vous repassez sur l'information, vous consolidez le réseau de neurones et donc vous consolidez ce souvenir. Donc il va rester là de façon plus durable. Mais même s'il met plus de temps à s'éroder, il s'érode. Donc il faudra revenir sur des intervalles de temps toujours plus longs pour le réactiver et le reconsolider. Mais alors attention, ça ne suffit pas. Pour apprendre votre cours, il y a une certaine méthode qu'il faut suivre. On ne peut pas lire le cours de A à Z une seule fois et puis attendre 12 heures pour faire la relecture de ce cours. Ça ne marche pas comme ça. Dès la première approche, il va falloir être le plus efficace possible. Lire un cours de A à Z, ça ne marche pas. C'est un travail qui est fastidieux, ça va être long, ça va vous fatiguer et ça va démotiver votre cerveau. Et un cerveau qui est démotivé, c'est très difficile de lui permettre de mémoriser efficacement. Réviser, ça ne doit pas être une souffrance. Si c'est le cas, vous risquez de perdre du temps. Il y a une approche plus douce, plus simple et plus efficace qui consiste tout d'abord à survoler le cours. Pour ça, on va d'abord regarder les titres des grandes parties, par exemple. Les mots importants dans ces titres. Ça, c'est un premier survol général du cours. Bien sûr, on n'oublie pas l'introduction, la problématique, la conclusion. Puis vous faites un deuxième passage, cette fois en descendant au niveau des sous-titres. Vous réfléchissez à la cohérence de ces différents sous-titres, en quoi est-ce qu'ils sont en lien avec le titre général, vous vous interrogez sur le plan en général, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce plan, pourquoi est-ce qu'on n'en a pas choisi un autre, pourquoi est-ce qu'on a utilisé tel ou tel mot de vocabulaire dans le titre, et en vous interrogeant sur la logique du plan, vous commencez déjà à la retenir dans votre cerveau. Si vous faites ce travail correctement, vous fermez votre cours, les yeux fermés normalement, vous devriez pouvoir retracer toutes les grandes lignes des titres et des sous-titres de votre cours. Ensuite, on va faire un troisième passage. Et dans ce passage, on va commencer à regarder les schémas importants, les graphiques qui sont importants, quel est le message que ce schéma ou ce graphique délivre dans le cours, à quoi est-ce qu'il sert, pourquoi est-ce qu'il arrive là dans le cours, quel est son lien avec ce qui précède et ce qui succède dans le cours, quel est le titre de ce schéma, de ce graphique, de cette photo, de ce diagramme, quels sont les mots de vocabulaire importants, éventuellement, notez-les sur un papier à côté pour pouvoir retrouver les définitions après. Et surtout, ne restez pas passif. Une fois que vous pensez avoir compris un schéma, fermez votre cahier, refaites le schéma à l'aveuglette sur une feuille de brouillon. Vous allez voir qu'il y a plusieurs détails que vous n'arriverez pas à retracer dans le schéma, alors que vous les avez vus. Ça, c'est la mémoire à très court terme qui vous a permis de recevoir ces informations, mais vous ne les avez pas encore travaillées. Il faut les faire rentrer dans la mémoire de travail. Donc, une fois qu'on a vu un schéma et qu'on l'a compris, généralement, on n'arrive pas à le refaire complètement à 100% exact. Il y a toujours des informations qui manquent. C'est la mémoire de travail que vous enclenchez qui va vous permettre de les retenir. Vous faites quelques petites erreurs, la mémoire de travail s'est enclenchée, vous rouvrez votre cahier, vous voyez votre schéma et vous voyez exactement où est-ce que vous vous êtes trompé ou qu'est-ce qu'il manque dans votre schéma. Et là, vous avez fait une correction. La mémoire de travail s'est activée. Si vous recommencez le processus, normalement, vous faites un schéma quasi sans faute. Et si c'est toujours pas le cas, vous pouvez le refaire une troisième fois. Au moins, là, vous êtes presque sûr qu'il n'y aura aucune faute. Et là, votre schéma, vous le connaissez par cœur, de façon bien plus efficace que si vous l'aviez simplement lu dans votre cours. Ensuite, on va faire un quatrième survol du cours, cette fois en descendant dans les notions, les explications, en regardant les valeurs, les unités, en s'interrogeant sur les liens entre ces différentes notions. Et il ne reste plus à la fin qu'à faire un dernier survol général avec les petits détails, les remarques, les informations en plus ou les questions que vous vous posez, que vous pouvez directement noter sur le cours et pour lesquelles vous pouvez aller chercher la réponse après sur Internet. Une fois que vous avez fait ce premier travail, laissez passer 12 à 24 heures et vous réviserez votre cours une fois ce délai passé. Comment réviser votre cours efficacement? D'abord, on l'a déjà dit, il faut être actif. Il faut stimuler les différents types de mémoire, notamment la mémoire procédurale, en refaisant par exemple les schémas avec votre main, en écrivant. Vous engagez un processus moteur, vous retiendrez l'information bien plus efficacement. Stimulez votre mémoire de travail. Ne vous contentez pas simplement de relire ce que vous avez fait la veille, il va falloir rajouter des informations. Pour ça, vous pouvez vous aider par exemple de votre manuel pour
retrouver une définition, pour compléter une définition, pour travailler une notion avec un autre point de vue, un autre regard sur cette notion. Ça va vous permettre de consolider tout le réseau de neurones qui est en lien avec cette notion. Vous allez consolider le souvenir, il va rester beaucoup plus durablement dans votre mémoire. Posez-vous des questions, rajoutez des problématiques, allez plus loin que le cours, révisez en apportant des plus. Allez sur internet, ouvrez d'autres ouvrages de sciences pour compléter toutes ces informations. Là, vous allez suractiver votre mémoire de travail et vous allez considérablement consolider la mémorisation des notions et surtout la compréhension de ces notions dans votre cours. Parce qu'à la première approche, vous n'avez peut-être pas forcément tout compris, il y a toujours des informations qui nous manquent, et le fait de réactiver cette mémoire de travail au fur et à mesure du temps, à intervalles de temps de plus en plus espacés, ça va nous permettre de consolider l'information dans le cerveau et donc de la retenir bien plus efficacement. Alors ces cours, on l'a dit, il va falloir les voir et les revoir sur des intervalles de temps de plus en plus espacés, mais il faudra aussi ne pas perdre de temps quand on va revoir ces cours. Il faut se débrouiller dès la première lecture pour faciliter la relecture de vos fiches de révision pour votre futur vous qui relira ces fiches d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, éventuellement 6 ou 7 mois. Eh bien, il existe un excellent moyen de compiler la première lecture du cours avec les révisions ultérieures qui suivent. C'est la carte mentale. Et c'est la raison pour laquelle sur OMC, on travaille énormément avec les cartes mentales, parce que ça permet non seulement de mieux comprendre les notions, de les réviser plus facilement, mais aussi d'aller plus loin et de favoriser la mémorisation à long terme. Pourquoi? Eh bien, tout d'abord, avec la carte mentale, vous partez d'une idée générale, on va dire par exemple le titre du chapitre, le titre de la leçon, au centre de la carte. C'est l'information la plus importante, c'est celle qu'on voit le plus. Et souvenez-vous, lorsque vous avez fait plusieurs survols du cours, vous avez d'abord commencé par les titres généraux, puis ensuite les sous-titres, qui se retrouvent sur les différentes branches de la carte mentale. Donc finalement, avec une carte mentale, vous redessinez le plan de votre cours, et en faisant ça, vous êtes en train d'écrire, donc vous stimulez la mémoire procédurale, donc vous stimulez la rétention d'informations. Vous allez le retenir beaucoup plus efficacement et beaucoup plus longtemps qu'avec une simple lecture passive du cours. Une fois que vous avez placé les différents titres et sous-titres, vous rajoutez les schémas sur la carte mentale. Donc vous êtes obligé de refaire les schémas pour pouvoir les inscrire sur les bouts de branche de votre carte mentale. Les schémas, mais aussi les graphiques, les images, les diagrammes, tout ça, vous le reportez sur votre carte mentale. Donc déjà, vous avez un aperçu visuel en 3 dimensions des notions qu'il faut retenir, avec en plus les schémas, les notions, le vocabulaire, les graphiques, les diagrammes associés. Le fait de pouvoir les placer dans l'espace, ça va faciliter la rétention de l'information, puisque, c'est bien connu en neurosciences, le réseau d'embranchement de votre carte mentale reflète le réseau de connexion des neurones dans votre cerveau. Ce qui veut dire que s'il y a une zone où vous n'avez pas très bien compris un processus, par exemple un phénomène, une notion, eh bien c'est la même chose dans votre cerveau. En allant travailler cette petite partie de la carte mentale, en allant faire des recherches sur Internet, dans des manuels par exemple, ou dans des ouvrages scientifiques, vous allez trouver des informations complémentaires qui vont vous permettre d'étoffer cette partie de la carte mentale et donc de mieux comprendre la notion, mais aussi surtout de mieux la retenir. Une carte mentale, ça reste quelque chose de personnel. Vous allez devoir rajouter votre petite touche pour vous permettre de la distinguer des autres cartes mentales, les vôtres ou celles de vos camarades, en stimulant la mémoire épisodique. Souvenez-vous, la mémoire épisodique, on a dit qu'elle faisait intervenir les émotions. Si en faisant une carte mentale, vous libérez votre côté artistique, ça a 2 avantages principaux. Le premier, c'est d'abord de vous détendre. Une carte mentale, ça ne doit pas être quelque chose de difficile, de compliqué. C'est une création de votre esprit. Ça doit vous permettre aussi de vous détendre. Vous n'êtes pas obligé de ne faire que du travail sur votre carte mentale. Vous pouvez aussi prendre le temps de l'embellir, de rajouter des couleurs, de changer les couleurs pour telle ou telle branche, par exemple, ce qui vous permettra, au passage, de mieux distinguer les différentes branches. Donc, vous libérez votre côté artistique, vous détendez votre cerveau, mais en plus de ça, vous optimisez la mémorisation parce que vos émotions vont vous permettre de mieux retenir les informations. Et le fait de choisir telle couleur pour telle branche, une autre couleur pour une autre branche, eh bien ça vous permet de distinguer dans l'espace les différentes notions, les différentes grandes idées. Et ce sera beaucoup plus facile à retenir dans votre esprit que d'essayer de retenir des pages qui se suivent sur votre cours les unes après les autres sans agencement dans l'espace. La carte mentale est beaucoup plus efficace qu'une leçon sur un cahier. Encore un autre avantage de la carte mentale, vous avez la possibilité de faire des liens. Vous pouvez, en bout de branche par exemple, sur 2 branches éloignées de la carte mentale, mettre un petit signe, comme un trèfle ou une astérisque, qui indique que ces notions ont un lien entre elles. Ou bien vous pouvez vous-même tracer le lien
entre ces notions. Ça va vous permettre de consolider l'apprentissage de votre carte mentale. Imaginez-vous par exemple que dans votre cerveau, le réseau de neurones, vous lui permettez de faire des connexions en plus pour retenir des informations. Vous consolidez le souvenir de façon très efficace comme ça. Donc finalement, la carte mentale, c'est un moyen de commencer à décrypter votre cours. C'est un moyen de le faire au complet sur cette carte mentale, mais c'est aussi un moyen de le réviser et à chaque révision d'aller encore plus loin pour dépasser le niveau de votre cours et donc de le maîtriser parfaitement. Un dernier petit conseil que je peux vous donner, c'est de faire de votre carte mentale une carte conceptuelle. Quelle est la différence? Eh bien, sur les cartes conceptuelles, on va rajouter des petites problématiques, des petites phrases, des petites transitions sur les branches qui permettent de comprendre pourquoi on passe de telle à telle idée. En partant du cœur de la carte mentale jusqu'au bout de la branche, vous avez ainsi plusieurs petites problématiques et transitions qui se suivent. Et le fait de réfléchir à des problématiques, ça vous permet en fait de mieux comprendre votre cours, de mieux comprendre le sens de votre cours et où est-ce qu'on veut vous amener. Vous pouvez, si vous le voulez, faire des liens avec des exercices de type bac par exemple, de type examen, de type concours dans votre propre carte mentale, puisque en vous entraînant sur des exercices type bac ou type concours, vous vous heurtez à des obstacles et vous pouvez inscrire les solutions pour contourner ces obstacles dans votre carte mentale. Ce qui fait que quand vous révisez, vous les enregistrez et les réenregistrez systématiquement. Le jour de l'examen, le jour J, le jour du concours, lorsque vous tombez sur ce piège, vous l'évitez direct. Alors ces stratégies que je vous propose sont extrêmement efficaces. Elles ont fait leurs preuves. Vous avez par exemple les championnats du monde de carte mentale, les championnats du monde de mémorisation, pour lesquels les candidats se basent sur ces méthodes. Et si ces méthodes sont utilisées par les champions du monde dans ces différents championnats, c'est que ça fonctionne, croyez-moi. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous laisser tester toutes ces méthodes, toutes ces petites astuces qu'on vous a proposées dans cette vidéo. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à laisser un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos avis en commentaire sous la vidéo. Pour ne rien rater des prochains contenus de notre chaîne, abonnez-vous. Vous pouvez aussi retrouver dans le lien sous la vidéo notre e-book gratuit qui est un mini-guide Passlas. Et si vous souhaitez avoir accès à tous les programmes et formations que l'on propose, vous avez encore un lien vers notre site qui se trouve aussi sous la vidéo. En attendant, je vous souhaite bon courage pour vos révisions et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.